Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur Randonautica is an app that anyone can download on their Android or iPhone. All you have to do is share your location, set an intention, and follow directions to a random point the app generates for you. Some of these TikTok videos have shown Randonautica users being led to anything from realizations about their lives to accidentally discovering crime scenes and or dead bodies. des histoires étranges de l'ère numérique. Croyez-vous qu'une application de téléphone intelligent puisse utiliser le pouvoir de vos pensées? Ça semble être la prémisse de base de l'application Randonautica, qui propose à ses utilisateurs de se rendre dans des lieux inexplorés selon les intentions qu'ils manifestent. Ceci dit, plusieurs randonautes ont connu des expériences troublantes avec l'application. Certains se sont rendus sur des scènes de crime, d'autres ont même découvert des restes humains. Préparez-vous bien, car l'épisode d'aujourd'hui vous amènera au cœur d'histoires terrifiantes sur une trame de fond d'ésotérisme et de physique quantique. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va très bien, et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce qu'on parle d'un sujet ce soir qu'on s'est fait souvent suggérer. Oui. L'application Randonautica qui a fait un peu la controverse, là, je dirais, pré-pandémie et pendant la pandémie aussi, là, 2020-2021. Il y a eu énormément d'histoires autour de ça. Puis, les gens se demandent toujours comment ça fonctionne. Est-ce que c'est possible que notre pensée, que nos intentions nous guident vers des lieux physiques et qu'on interprète certaines découvertes de différentes manières. Donc, vous nous l'avez suggéré souvent. Ça nous a pris quelques années quand même à emmagasiner toute l'info. En plus, l'application a fait une mise à jour tout récemment. Donc, l'application Randonautica est toute fraîche en ce moment. Donc, on s'est dit pourquoi pas l'essayer même. Donc, aujourd'hui, on va vous relater. On va essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Prenez une bonne puff. Restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on va vous amener dans des, dans un rabbit hole de physique quantique puis de générateurs de nombres aléatoires. Mais vous allez voir, ça va être très intéressant. On a aussi plein d'histoires en lien avec ça. On l'a expérimenté un peu. Puis on a un after show qui risque d'être fort intéressant, dont je vais vous reparler un petit peu plus tout à l'heure. On a décidé de comparer un peu l'application à Pokémon Go. Parce que ça aussi, ça a fait fureur un petit peu avant la pandémie, plus autour de 2015-2016, si je me rappelle bien. C'était les grosses années de Pokémon Go. Puis à cette époque-là, on se rappelle, il y avait même une panique mondiale. Étant donné que les joueurs tombaient sur des trucs un peu louches ou ils se rendaient sur des propriétés privées. Donc, en after show, on vous a préparé, une compilation d'histoires weird vécues par des joueurs de Pokémon Go. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur Randonautica. Et qu'est-ce qu'on boit ce soir, mon cher Seb? On boit la Black IPA de la brasserie Donham, qu'on aime bien, qui est située dans les cantons de l'Est. Une bonne bière noire, une bonne noire, justement, 5,7% d'alcool, assez forte, un bon goût de noir. Moi, je les aime de temps en temps, ces bières-là. Elle est très, très bonne, honnêtement. Ça demeure une IPA, donc c'est comme si un peu on buvait une stout, mais très, très houblonnée. Oui, exactement. C'est drôle. En fait, quand on regarde ça, ça a l'air d'une Guinness, mais quand on goûte, ça goûte pas du tout. Exactement, oui, tu as 100% raison. Yes. Et on a aussi un shout-out. Mais de qui nous vient cette bière? La tournée de bière. Et oui, merci à Jonathan Bélanger d'avoir fait un don sur notre site web pour la tournée de bière. Merci à toi. Et si vous voulez faire comme lui, remplir le fridge de Distorsion, vous allez sur distorsionpodcast.com, le petit bouton en haut, tournée de bière. Donc voilà. On a aussi un shout-out 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Whiskey Fucking Chill.
On ne sait pas trop. Il nous dit « Wow, je suis présentement en voyage autour du monde et j'ai découvert cet incroyable podcast il y a à peu près 1 mois et j'adore. Je l'écoute en avion, en auto et en autobus dans plein de pays. C'est un de mes podcasts préférés, ça c'est sûr. Eh bien, merci d'écouter Distorsion dans les 4 coins du monde. Oui. Ça fait toujours chaud au cœur de connaître vos témoignages. Sans plus tarder, Seb, lançons-nous dans les confins de Randonautica parce qu'on a plusieurs sujets à couvrir ce soir. Ça va être assez intense. Donc, Seb, es-tu prêt de te lancer dans les confins les plus sombres de la pensée? Oui, mais juste avant de commencer, on doit donner un gros shout-out à notre partenaire NordVPN qui présente l'épisode d'aujourd'hui. Dans notre monde hyper connecté, c'est très important de protéger nos données sur le web et de s'assurer d'utiliser Internet de façon anonyme. Et c'est pour ça qu'on vous recommande l'utilisation de NordVPN, pour protéger vos communications numériques. Totalement d'accord avec toi, Seb. Avec toutes les menaces en ligne, il est plus important que jamais de protéger sa vie privée et ses informations personnelles. NordVPN vous permet de naviguer sur Internet en toute sécurité, en masquant votre adresse IP et en cryptant vos données. Mais surtout, moi ce que j'aime, c'est que peu importe où on est dans le monde, on peut avoir accès à tous les contenus qu'on aime comme si on était à la maison. Les sites de streaming comme Netflix ou Disney+, ont tous du contenu qui est géobloqué et du contenu exclusif selon les régions. Avec NordVPN, ce contenu peut être facilement débloqué, tout comme certains sites web de nouvelles ou de médias, par exemple. Oh oui, mon cher Émile, pour améliorer votre sécurité numérique, rendez-vous sur nordvpn.com/distorsionvpn pour profiter d'une offre exclusive et d'une réduction plus qu'intéressante sur votre forfait, en plus d'un cadeau bonus. Avec la garantie de remboursement de 30 jours, il n'y a aucun risque à essayer. Donc, rendez-vous sur nordvpn.com/distorsionvpn ou cliquez le lien dans la description de l'épisode pour vous abonner et commencer à naviguer sur le web en toute sécurité. On a aussi un nouveau partenaire aujourd'hui, Seb, c'est la litière EcoCat. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos petits animaux de compagnie? La litière pour chat EcoCat est faite à base végétale. C'est une litière de tofu, Seb. Il s'agit donc d'une solution végane et éco-responsable, la meilleure sur le marché, contrairement là, aux autres litières qui sont plus chimiques là, qu'on utilise d'habitude. Là. Aussi, les sacs sont vraiment moins lourds. C'est comme si on transportait un sac presque de styrofoam. Là. C'est pas comme une poche de sable comme un gros sac de litière où il faut prendre sa voiture. Là. Et puis, en fait, je trouve ça tellement génial, une litière de tofu. Si j'étais un dragon, tu sais, dans l'œil du dragon, j'aurais tendance à investir dans cette compagnie-là. Je trouve que c'est quand même assez intéressant comme concept. Là. Ben oui, puis c'est révolutionnaire d'utiliser des restes de tofu pour faire ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Mais dis-moi, Émile, toi, as-tu la chance de la tester avec Nala, la nouvelle litière? Oui, Nala, qui est mon chat, en fait, qui m'assiste dans la création musicale de Distorsion. Elle adore sa nouvelle litière. Elle l'a adoptée d'ailleurs là, sans aucun problème car c'est assez différent comme texture. Là. Puis comme mon bureau de travail est tout près quand même de sa zone, ben en fait, moi j'ai zéro tolérance pour l'odeur. Donc j'achète toujours les litières les plus chères anti-odeur. Puis sincèrement, là, la EcoCat Litter, elle est vraiment impeccable à ce niveau. Donc je la recommande. Oh. Si vous la voulez, la litière EcoCat est également compostable et disponible en magasin dans plusieurs épiceries en vrac, ce qui fait en sorte que vous pouvez être zéro déchet avec ça. Vous pouvez vous rendre sur leur site pour voir la liste de tous les détaillants au EcoCatLitter en un seul mot.ca et commander en ligne ou même pour vous abonner mensuellement. Vous avez en plus un rabais de 25% avec le code Distorsion lors de votre achat. Yes, puis ça c'est valide aussi pour les abonnements mensuels, donc c'est quand même assez cool. Wow, mais ça... Là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui? Oui, monsieur. C'est parti! Est-ce que tu penses, Seb, toi, que nos intentions peuvent influencer le monde réel? Oui. Oui, c'est une réponse courte. Ben oui, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a une forme d'influence. C'est peut-être juste du hasard. Puis je l'ai confirmé, théorisé comme quelque chose qui est... Mais souvent, j'ai l'impression que ce qu'on projette, sans tomber là, dans la loi de l'attraction. Puis, on va en parler un peu tantôt de la loi de l'attraction, justement. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'énergie. Souvent, il y a des gens, on dirait, qui attirent le malheur plus que d'autres. Puis souvent, quand tu creuses un peu, on dirait pas qu'ils cherchent, là, mais on dirait que des fois, ils ont des courants de pensée. J'ai l'impression qu'ils peuvent
amener ça. Puis même juste ce qui se passe avec toutes les planètes, toute cette énergie-là, cette influence-là, mais nos pensées aussi, c'est une forme d'énergie. Donc, j'ai l'impression, un peu comme la Lune influence l'eau. C'est vrai, c'est des ondes. Oui, exact. Donc, j'ai l'impression que ça peut, à un certain degré, évidemment. Là. Mais oui, j'ai l'impression que oui. Et toi? Bonne question. Moi, j'ai tendance à être plus du côté on dirait, de la coïncidence et du hasard. On dirait que j'y crois au hasard et à la coïncidence. Mais bon, peut-être que l'épisode de ce soir va changer ma façon de penser. Bref, est-ce que nos intentions peuvent influencer le monde réel? C'est la question qu'à peu près toute la Terre s'est posée après qu'une nouvelle application soit devenue une sensation virale sur TikTok en amenant les utilisateurs vers des lieux apparemment dirigés uniquement par leur désir. Mais d'autres ont été conduits vers des scènes étranges, bizarres et même des potentielles scènes de crime. Donc aujourd'hui, on va examiner les nombreuses histoires étranges entourant l'application qu'on appelle Randonautica. On va aussi faire l'historique de l'application, puis tenter de vous expliquer comment ça fonctionne, mais vous allez voir, il y a un petit côté mystérieux quand même sous le capot là, lorsqu'on ouvre cette boîte mystérieuse qui est Randonautica. Donc, l'application a été lancée en 2020 et elle est devenue virale presque instantanément. Mettons un peu d'ordre dans tout ça, puis plongeons dans les incidents qui ont fait passer cette application à une sensation virale un petit peu plus tard. Donc, en janvier 2019, avant Randonautica, il y avait les randonautes, donc des étrangers qui échangeaient des histoires sur leurs aventures dans l'inconnu, assistés par des robots, en fait. Oui. Et les randonautes, ça a existé même avant l'application Randonautica. Ils voulaient ouvrir leurs esprits au monde qui les entourait et donner un sens aux coïncidences de la vie. Quand on dit robot, on parle de bots informatiques, bien sûr. Là. Le code des bots, en fait, provient d'un groupe de programmeurs appelé le projet Fatum, qui souhaitait, entre autres, utiliser cette technologie pour garantir le caractère aléatoire des résultats des jeux de gambling en ligne. Okay. Donc, ça part un peu de ça. Un certain Joshua Langfelder, âgé de 29 ans, a découvert le projet Fatum sur l'application de messagerie Telegram en janvier 2019 dans un salon de discussion de sciences marginales. Il a absorbé les théories du projet sur la façon dont l'exploration aléatoire pouvait faire sortir les gens de leur réalité prédéterminée et comment les gens pouvaient influencer les résultats aléatoires avec leurs esprits, donc vice-versa. Très peu de recherches ont été effectuées dans ce champ, ce qui est en fait très vrai. Oui. Monsieur Langfelder, qui est un ancien artiste de cirque, pensait que le code et ses idées sous-jacentes pourraient être utilisés pour explorer la relation entre la conscience et la technologie. En février 2019, alors qu'il s'occupait de son père, qui venait de subir un accident vasculaire cérébral, il a créé un bot sur Telegram qui utilisait le code du projet Fatum pour générer des coordonnées aléatoires. Donc, bref, l'application Telegram, on en a déjà parlé à Distorsion, c'est comme un chat. C'est quand même assez rudimentaire, mais il y a des chat rooms. Ça serait encrypté, selon ce que eux disent. Et il y a moyen de rejoindre des communautés. Par exemple, Distorsion, nous, on pourrait avoir un salon sur Telegram où on discute tout le monde de façon anonyme. Puis eux, ils avaient programmé des bots, de ce que je comprends, j'en ai pas fait l'expérience, mais le projet Fatum, il avait programmé des bots qui, dans Telegram, généraient des coordonnées GPS, probablement. Puis les randonautes, dans leur groupe de discussion, ils se dirigeaient selon leurs intentions à ces points-là. Donc, c'est ce que je comprends. C'est comme une version un peu... alpha, de Randonautica. En mars, le même Langfelder, il a créé un subreddit Randonaute qui compte désormais 149 000 membres. Quand même. Et en octobre, un peu plus tard, un développeur nommé Simon Nishi McCorkindale a créé une page web pour le même bot là, sur Telegram. Donc, c'était le début d'une petite communauté, en fait. Le même mois, une certaine Auburn Salcedo, directrice générale de Presley Media, qui est une agence qui crée des intégrations de marques pour la télévision, a trouvé les randonautes sur Reddit et a proposé d'aider M. Langfelder à faire passer le message. Le 24 janvier, Mme Salcedo et M. Langfelder ont constitué une entreprise, donc Randonauts LLC, avec elle comme directrice générale et lui comme directeur général. Elle reste directrice de Presley Media, l'agence qui, entre autres, s'occupe des relations publiques de Randonautica. Okay.
Ils ont lancé une version bêta de l'application le 22 février de la même année. Selon la page web, je cite, « C'est le premier jeu de réalité généré quantiquement à choisir sa propre aventure. » Donc, c'est presque comme un ARG, là, un Alternate Reality Game, qu'on a connu là, au cours des dernières années, mais centralisé au cœur d'une même application mobile. Donc, on en a vu d'autres des applications d'exploration. On a parlé de Pokémon Go en introduction, on va en parler en after show, mais il y a aussi le fameux géocaching. Oui, ben oui. Est-ce que tu as déjà été un géocacheur, toi, Seb? Non, pas beaucoup. Je connais le concept. J'ai des gens qui ont déjà joué, mais non, moi, on dirait que ça n'a jamais à donner... que j'ai pu jouer, mais je trouve que c'est quelque chose de le fun à jouer. Oui. J'aurais aimé ça que ça existe quand moi j'étais plus jeune. En fait, c'était moins courant qu'aujourd'hui. Pour faire un parallèle ou une petite comparaison, Randonautica, on va y venir un peu plus sur le fonctionnement. C'est complètement autre chose dans le fonctionnement, mais dans les objectifs, c'est un peu similaire. Sauf que le géocaching, en fait, c'est un peu comme une petite chasse au trésor. Moi, j'en ai fait quand même un peu. Il y a une application qui existe, le géocaching. Puis c'est carrément des humains, des gens, là, des géocacheurs qui vont créer des petites caches un peu partout dans la ville, à différents endroits. Puis que là-dedans, ils mettent un jeton ou un petit trésor ou quelque chose, ou encore un petit mot ou des instructions, des choses comme ça. Puis, ils l'inscrivent sur la carte dans l'application. Okay. Donc, en fait, c'est des humains qui créent les points Il n'y a pas de hasard. Les points de cache. Non, c'est ça, il n'y a aucun hasard. Donc, toi, en fait, tu peux partir un week-end puis dire, je vais faire du géocaching avec ma fille. Tu pars avec l'application, tu trouves des petites caches et puis tu notes ton journal de bord. Oui. Tandis que Randonautica, en fait, tout est généré aléatoirement. Vous allez voir, on va rentrer un peu plus dans les détails. Il n'y a pas de points, ou du moins, c'est ce qu'ils prétendent, il n'y a pas de points qui ont été créés par des humains où il n'y a pas un trésor qui a été mis à un endroit. Exactement. On est dans un autre niveau de conscience ici, vous allez voir. Mais avant d'aller plus loin, Seb, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la physique quantique et quelles sont ses applications dans la vraie vie? Oui, et là aussi, asseyez-vous, écoutez bien, c'est pas toujours, on va simplifier, là, mais c'est pas toujours simple à comprendre. Ni toi ni moi sommes physiciens donc, ou ingénieurs physiques, donc s'il y en a dans la salle, corrigez-nous. Oui, au besoin. Bon. La physique quantique, en fait, c'est un ensemble des théories physiques qui sont nées entre 1900 et 1930 et qui cherchent à expliquer le comportement des atomes et des particules. Les particules, par exemple, c'est les électrons qui tournent autour du noyau d'un atome. C'est une révolution scientifique au même titre que les théories de la relativité d'Einstein, en fait, car elle a profondément changé la façon de voir le monde, notamment en fonction de ces principes contre-intuitifs que l'on va grandement simplifier ici, et je vous en nomme quelques-uns. La dualité onde-corpuscule, en fait. Ça, ce que c'est, Émile, c'est les objets quantiques qui peuvent être décrits au niveau microscopique comme des ondes. Et ça, c'est le cas notamment avec la lumière, qui est portée par un photon, qui est une particule, et qu'elle se comporte comme une onde. Donc ça, c'est la première chose à comprendre un peu de ça. Ensuite, il y a la superposition des états. Mais ça, en informatique, je sais que c'est beaucoup utilisé, là, la superposition des états, puis je vous explique. Même la dualité onde-corpuscule, c'est justement un objet quantique ou, par exemple, quand on parle de la lumière, c'est à la fois une masse et une onde. Donc, c'est ça la dualité onde-corpuscule. C'est que je ne veux pas dire un atome parce que c'est sûrement pas ça, là, mais une particule comme ça, la lumière est un exemple d'un double état d'une particule, par exemple. Je comprends très bien. Merci de cet ajout. Aussi, c'est ça, il y a la superposition des états. Un peu comme Émile disait, une particule peut être dans plusieurs états à la fois. Donc, un électron qui tourne autour d'un atome peut être sur tous les points de l'orbite en même temps et à toutes ces vitesses possibles. Puis même ça peut être dur à figurer pour nous, pauvres citoyens normal, mais c'est tout de même assez révolutionnaire. Il y a aussi la quantification, ou je pourrais dire la quantification. En fait, ça, c'est certaines données de ces particules, comme l'énergie, elles ne peuvent pas prendre toutes les valeurs possibles pour autant. Ces valeurs forment un ensemble de résultats que l'on appelle le quanta et qui donnent leur nom à la physique quantique, justement. C'est comme l'unité de mesure, un peu, le quanta. Oui, exact.
L'autre truc, c'est le principe d'indétermination. Ça, c'est on ne peut pas donner en même temps avec exactitude la position et la vitesse d'une particule. Donc, cette incertitude est structurelle et répond au hasard. On utilise des calculs de probabilité là, pour tenter de calculer ça. Albert Einstein n'aimait d'ailleurs pas ce principe et avait déclaré, ça m'a bien fait sourire, « Dieu ne joue pas au dé ». Et un autre scientifique, Niels Bohr, lui a répondu, qui est un des pères de la physique quantique, lui a dit « Qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? » Oui, exact. Einstein n'était pas un fan du hasard et de l'indétermination, en fait. C'est qu'on vit beaucoup dans un principe de déterminisme là, où notre vie, nos actions sont tracées. Oui, tu as bien raison. L'autre chose, la mesure influe... Ah oui, ça c'est intéressant. La mesure influe sur l'état de la particule. Une fois mesurée, l'état de la particule n'est plus superposé. Ça, c'est la conclusion la plus célèbre de la célèbre expérience, en fait, de pensée d'Erwin Schrödinger. Pardon, je l'avais pratiqué en plus. Un chat est enfermé dans une boîte, là, c'est ça son expérience. Un chat est enfermé dans une boîte avec un flacon de gaz mortel relié à un matériau radioactif. Si la radioactivité dépasse un certain seuil, le flacon est cassé et le chat est empoisonné. Selon le principe de superposition des états, le chat dans sa boîte close est donc à la fois mort et vivant. OK. Et si on ouvre la boîte, et donc si on prend une mesure, on connaît l'état réel du chat. Ça, je dois avouer qu'il a fallu que j'y réfléchisse une couple de fois avant de un peu comprendre et figurer ce que c'est en fait. C'est que tu défais un peu son état en voulant mesurer son état. Tu sais, c'est un peu ça je le comprenais. Là. Mais il n'est pas si simple que ça. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont, on dirait, un peu abstraites par rapport à la manière qu'on pense habituellement. Hein. C'est ce qui rend un peu une certaine complexité à comprendre tout ça. Autre élément intéressant de la physique quantique, il y a l'effet tunnel. Et ça, c'est un objet quantique qui peut traverser un obstacle comme une partie du noyau d'un atome, le fait avec la radioactivité, en fait. Donc ça aussi, c'est intéressant qu'il puisse contourner, traverser un obstacle sans... j'imagine qu'il peut y avoir beaucoup d'applications à ça. Et dernier petit point avant qu'on vous perde tous, l'intrication. Ça, c'est deux particules qui peuvent former un système lié. Quand l'une bouge, l'autre aussi. Et ça aussi, en informatique, c'est très, très prometteur. En fait, c'est quelle que soit la distance entre les deux. C'est ça qui est incroyable. C'est que deux atomes qui sont loin l'une de l'autre vont copier les mouvements comme des jumeaux identiques, puis sans que d'informations s'échangent entre les deux. Il y a une intuition, si je peux utiliser ce mot-là, entre les deux qui permet, puis ça en informatique, ça risque de beaucoup révolutionner au niveau du traitement des données, le stockage de données, parce que même si ça ne transite pas d'informations, ça reste deux informations similaires copiées. Imaginez tout ce qu'on peut reproduire en temps réel. De plus en plus, on a des copies. Exemple, quand un avion vole dans le ciel, on a une réplique parfaite, numérique de l'avion. On a des jumeaux dans plein de sphères technologiques. Puis cette technologie-là va accélérer et aider encore plus. Par exemple, un chirurgien à distance, tu sais, la fameuse médecine 3.0, là, que le chirurgien est dans un autre pays, ben, par exemple, les mouvements qu'il fait pourraient avoir en termes d'informatique. Là. Bref, moi, cet aspect-là de la physique quantique appliquée à la technologie, c'est très, très prometteur. Complètement. Bref, la mécanique quantique est à la base de nombreuses technologies avancées actuelles telles que le GPS qu'on utilise quotidiennement, les IRM, les microprocesseurs, certains types de lasers, etc. Elle a également le potentiel d'ouvrir la voie à de nouvelles applications, notamment les ordinateurs quantiques qui pourront résoudre des problèmes impossibles à résoudre actuellement avec les ordinateurs classiques. La recherche dans ce domaine, les recherches en fait se poursuivent et pourraient conduire à des avancées importantes dans les années à venir. Là. Donc, l'informatique quantique, la physique quantique, c'est quelque chose de très révolutionnaire. Puis même au Québec, on a je pense qu'à la date, il y a 5 centres de données. Du moins, pas un centre de données, mais un ordinateur quantique. Puis je pense qu'on est 5 dans le monde. Puis bref, au Québec, on en a un de ceux-là. Donc, c'est super intéressant. Les chercheurs universitaires peuvent faire de la recherche là-dessus.
Alors, c'est complètement fou. Pour résumer un peu, c'est un peu l'étude de l'infiniment petit, puis de leur comportement. Puis on se rend, puis c'est quelque chose qui c'est une, comment dire, une forme de science qui va à l'encontre des principes établis sur lesquels on vit depuis longtemps. Tu sais que justement, il y a des forces qu'on connaît pas encore qui ont de l'influence sur les atomes. Puis il y a des, ça existe depuis longtemps la physique quantique. Ça fait plus de 100 ans. Là, exact. Là. Puis c'est ça, donc il y aurait des applications. Nous aussi, on est formé d'atomes, notre cerveau aussi, tout ça. Donc c'est là que ça éveille certains questionnements sur les interactions entre l'homme, la pensée et la machine, en fait. Si on revient à notre histoire, là, un gros détour, mais c'est important de passer par là. Au tout début du processus, dans Randonautica, dans l'application, là, mettons qu'on l'ouvre, qu'on fait un test, on peut choisir parmi 3 types d'emplacements différents. Et c'est très important parce que tout est basé là-dessus. Il y a l'attracteur, le vide ou l'anomalie. Et Seb, tiens, toi, si tu devais choisir un de ces 3 types d'emplacements, là, sans vraiment en connaître beaucoup là-dessus, lequel choisirais-tu? Je vais les expliquer après, tiens, mais juste par... quand tu découvres l'application, des fois, tu n'as pas le temps de tout lire. Ah, j'irais vers l'anomalie. On dirait que j'aime ça, les anomalies. Donc, j'aurais été vers là. Sinon, mon deuxième choix, ça aurait été attracteur. Bon. Mais j'irais avec l'anomalie. Je vais les expliquer un peu. Oui, vas-y. L'attracteur, c'est une zone plus dense avec plus de coordonnées parmi lesquelles l'application peut choisir. C'est-à-dire que l'application, elle cherche à générer des points aléatoires, puis un attracteur, c'est un lieu où il y a une forte concentration de points. Le vide est une zone qui, elle, c'est l'inverse. En fait, il y a très peu de points où l'application peut choisir. L'anomalie, c'est une zone plus étrange et elle est considérée comme le type d'emplacement le plus fort, surtout si l'utilisateur a une intention spécifique à l'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ça commence avec ce genre de maillage de coordonnées. Donc, un attracteur a probablement beaucoup d'options parmi lesquelles choisir. Un vide est probablement beaucoup plus clairsemé dans la génération des points. Mais là, on se demande un peu d'où viennent ces coordonnées, en fait. Là. Elles sont entièrement générées aléatoirement, ou du moins, pour autant qu'on en sache, elles sont entièrement aléatoires. Et si ça ressemblait à l'emplacement de quelqu'un d'autre qui s'est connecté et qui a donné son emplacement parce qu'il connaissait l'application, ben c'est pas ça qui est supposé en fait. Là. Tout le secret de Randonautica repose sur l'aspect aléatoire. Car après tout, pour que mon esprit ait de l'influence sur ma destination, il ne doit avoir aucun intermédiaire. Donc c'est un peu basé là-dessus. Là. Vous allez comprendre tranquillement. L'étape suivante dans le processus est de déterminer quel type de création de coordonnées vous voulez utiliser. Il y a 2 types. Il y a le temporel, ou ce qu'ils appellent le ANU, qui utilise le générateur de nombres aléatoires quantiques de l'Université nationale australienne. Donc, l'application peut choisir, en fait, peut se connecter sur cet ordinateur quantique-là de l'Université d'Australie, qui, elle, a un générateur de nombres aléatoires. Et en fait, depuis que Randonautica s'est mis à jour tout récemment, ils ont leur propre générateur de nombres aléatoires. Ils ont acheté quelque chose, donc un genre de microprocesseur qui fait ça. Et puis, comme ça, ils n'utilisent plus maintenant l'ordinateur quantique de l'Université d'Australie. Et lorsqu'on choisit le temporel, la définition qu'ils donnent dans l'application, c'est une bibliothèque open source qui calcule l'entropie en traitant des mesures de temps de haute précision dans l'exécution des instructions du processeur. Okay? Ces différences de temps sont basées sur de nombreux facteurs connus et inconnus. Les facteurs connus utiles incluent la fluctuation de la température, de la tension et des vibrations. Et à partir de tout ça, ben, ça génère un point, imagine-toi. Donc, c'est purement aléatoire. Il n'y a rien que tu puisses essayer de prédire. C'est comme lancer 100 dés, par exemple. Tu sais vraiment pas ce qui va se passer. Donc, c'est un peu ce que tu fais au départ. Là. Tu sais, tu choisis ton type de point, donc attracteur, vide ou anomalie. Tu choisis ton type de génération de coordonnées. Et après ça, tu manifestes ton intention, soit que tu y penses très fort, ou tu l'écris à quelque part, ou que tu le dis verbalement. Pendant ce temps-là, l'application, elle génère ton point, puis elle va elle va t'en créer un sur une carte. Et là, par la suite, ton aventure commence et tu dois t'y rendre. C'est intéressant parce que c'est drôle. Je reviens au truc temporal, là, tu sais, qui...
justement, qui utilise les temps de mesure dans l'exécution des instructions. Puis c'est vrai que quand un processeur exécute, ça ne sera jamais toujours exactement le même temps. Ça peut varier, justement, plein de facteurs. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir, justement, si notre pensée, l'énergie autour de nous peut avoir une influence, aussi minime soit-elle, qui va justement amener à une autre coordonnée qui va être différente. C'est un peu la prémisse, c'est-à-dire que si je veux que mon esprit guide ma destination, il faut que le générateur de points soit le plus aléatoire possible. Ouais. Sinon, si c'est un algorithme, ça ne marchera pas. Si c'est, je ne sais pas moi, des coordonnées générées par d'autres humains ailleurs, ça ne marchera pas. Il faut que tout repose dans la pureté du générateur de points aléatoires. En fait. Oui, mais ça serait curieux de voir le dessous du capot. Puis c'est ça l'intention, je pense, qui est un peu la bonne accroche pour qui a eu du succès auprès des internautes, en fait. Oui, tu as raison. C'est vraiment ça. Parce qu'elle demande aux utilisateurs, en fait, justement, de définir l'intention derrière ta quête. T'sais. Puis c'est essentiellement... Vous dites ce que vous aimeriez voir à votre destination ou sur votre chemin ou quoi que ce soit d'autre. Là. Puis vous pouvez choisir n'importe quoi, là, par exemple. Vous pouvez taper le mot trésor. Il y a beaucoup de gens qui aiment mettre le mot glitched in the matrix, là, donc le glitch dans la matrice. Ça, je serais curieux, effectivement, de voir s'il n'y aurait pas, on a souvent parlé des signes de réalité parallèle ou de simulation. Exact, ça, je serais curieux de voir ça. Il y a certaines personnes qui aiment chercher certains signes de la vie et même prendre des décisions importantes de leur vie grâce à Randonautica. Tu peux mettre à peu près n'importe quelle intention ou demande dans l'application. Et l'idée est que cette intention-là va affecter l'emplacement des coordonnées, là, comme on vous disait, qui sont données à l'utilisateur. Donc, juste un peu plus sur l'aspect, juste pour ajouter un peu plus sur l'aspect quantique, l'application est censée utiliser des nombres quantiques pour générer ces coordonnées aléatoires. Oui. C'est assez... ça peut ressembler à un genre de charabia, là, puis même un nombre quantique, en fait, contrairement au nombre classique, ça peut représenter des valeurs discrètes, puis ça peut être des nombres entiers, des demi-entiers. Exact, ben oui. Ça peut être plein de choses. Puis on dirait qu'il utilise, les nombres quantiques que pour le plaisir, si on peut dire. Parce qu'en physique quantique, les nombres quantiques, en fait, sont utilisés pour décrire les niveaux d'énergie des atomes et des molécules, ainsi que pour caractériser les propriétés de l'atome en tant que tel, telles que l'énergie, le moment angulaire, le moment magnétique, le spin, par exemple. Ils sont également utilisés pour décrire des quantités observées, telles que la masse aussi. Les nombres quantiques sont donc un outil qui est essentiel pour décrire les propriétés des systèmes quantiques. Mais c'est là que je me demande, dans le fond, c'est des données quantiques, donc ça ressort des chiffres réguliers qui se transforment en coordonnées, mais c'est là que je serais curieux de voir l'influence versus un générateur de nombres aléatoires réguliers qu'un ordinateur peut générer des nombres. Parce qu'eux vont utiliser les mêmes propriétés qu'on utilise pour, justement, quand on parle de puissance d'un nombre, de trucs comme ça, en nombre quantique. Eux autres vont l'utiliser pour décrire un atome, mais eux vont l'utiliser pour décrire le point le coordonnée où tu dois te rendre. Ils vont te donner même un nombre de puissance, des différentes caractéristiques là, de ce point-là. Là. Ah, OK, je comprends. Mais finalement, là, parce que ces coordonnées peuvent être aléatoires, le Randonautica indique sur leur site web et dans l'application qu'il y a une politique de confidentialité quand même, et il y a une certaine éthique à respecter quand vous jouez au jeu, là, si je peux me permettre. N'entrez pas dans les maisons, un peu comme à Pokémon Go, fallait le dire. Ne vous mettez pas en danger, soyez intelligent. Ne vous lancez pas sur une voie ferrée comme si c'était justement Pokémon Go. Ça, il y en a tellement eu des cas de gens à l'époque là, qui traversaient la rue et qui se faisaient frapper. C'était un peu ridicule. Soyez juste attentifs et observez autour de vous, car les signes de la vie sont parfois subtils. Et là, je cite le site web. Et finalement, c'est tout ce que c'est. C'est une application qui est assez simple, qui est même très simple. Vous mettez votre intention, vous offrez quelques suggestions sur la façon dont vous voulez que vos coordonnées soient résolues et vous partez dans le monde réel pour savoir
savoir où cela va vous mener. C'est presque comme du géocaching, mais avec un petit côté mystique ou encore inexpliqué. Oui. L'application est censée vous envoyer dans la ville ou dans la zone rurale autour de votre emplacement parce que vous choisissez un rayon où que vous viviez et juste pour vous faire vivre une aventure essentiellement. Mais c'est tout. Ça semble assez simple, mais c'est à ce moment-là que les TikTokers se sont impliqués et ont commencé à documenter leur voyage, en fait. Ben oui, puis juste quand on l'avait fait ensemble, Seb, on avait donné une intention. Oui. On avait seté notre rayon à genre 4 km. Ouais, exact. Ouais. Puis la première chose que tu as dit, c'est ben là, il nous enverra toujours pas à Longueuil. Oui, on a généré notre point, puis il nous a envoyé à Longueuil. Oui, directement. Qui était vraiment à l'extrême de notre rayon, l'autre côté du fleuve. Oui, donc, c'est ça qui est drôle. J'étais là, bon, okay. C'est comme un signe. Évidemment, il y a plusieurs subreddits où les gens postent des photos de leur voyage et mettent essentiellement leur mot d'intention et ce qu'ils ont vu, en fait. Et on va vous revenir là, tout à l'heure. Là, on va plonger là, dans certaines histoires de Reddit là, qui vont être assez particulières. Puis on va aussi vous revenir avec la FAQ. On va vous parler de la FAQ, la foire aux questions, sur le site de Randonautica. Vous allez voir, c'est particulier aussi. Une dernière petite chose, l'application, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire, hein, puis il y a beaucoup d'inconnus et de zones grises qui sont présentes dans ce type de jeu-là. Il y a beaucoup de confiance que tu mets dans cette application aléatoire parce que alors que tu pourrais jeter ta carte par la fenêtre, là, puis prendre ta voiture, puis continuer à conduire, puis t'arrêter à un point au hasard, mais on dirait que le plaisir n'est pas le même, là. C'est vraiment que là, il y a l'intention qu'on met, c'est ça qui nous permet de rentrer dans le jeu, c'est ça qui accroche vraiment les gens, de pouvoir voir si tu peux aller au bout de quelque chose. Puis si ça fonctionne, ben si tu trouves un endroit qui te rapproche de ton intention, ben tu vas. Puis si tu trouves quelque chose, ben ça signifie que l'application a fait quelque chose et que ton intention en fait était de faire quelque chose, si on veut. Donc c'est un peu l'œuf et la poule. Mais bref, pour vous donner des petites statistiques, là, juste pendant la pandémie, là, au gros cœur de la pandémie, en juillet 2020, il y avait presque 11 millions d'utilisateurs déjà qui utilisaient l'application, particulièrement aux États-Unis. Surtout qu'en juillet, les restrictions ont commencé à être levées au niveau de la COVID. Hein. Ça commence à faire longtemps, mais ça fait quand même quelques années. Mais à cette époque-là, il y avait encore énormément de restrictions. Et il y a une YouTubeuse aussi, il y a Emma Chamberlain, qui avait réalisé une vidéo sur YouTube. Qui a contribué énormément à augmenter le nombre d'adeptes de l'application. Dernière petite stat au niveau du hashtag Randonautica sur TikTok. On est autour, puis ça a sûrement augmenté depuis, 176,5 millions de vues. Là. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis rapidement, c'est encore une application qui est encore beaucoup téléchargée sur le Google Play Store, catégorisée comme un réseau social, mais quand même dans les centièmes, 200e position dans les réseaux sociaux. Globalement, elle est loin, là, mais ça reste quand même une application qui est encore téléchargée au quotidien. Donc, c'est encore une application qui a d'une certaine façon encore le vent dans les voiles, si on peut dire. Ce qui m'a beaucoup marqué, moi, dans mes recherches sur le sujet, c'est que les membres de la communauté, là, puis là, je parle pas des trolls sur TikTok, mais vraiment ceux qui supportent le projet puis qui écrivent des textes sur le blog de Randonautica sont vraiment engagés, puis ils ont vraiment des conversations là, hyper profondes. Par exemple, dans un article de janvier 2023, il y a un utilisateur qui a écrit un long billet dans la section news de l'application à propos des blind spots ou encore les points morts, les angles morts. Il explique qu'il existe partout autour de nous des endroits où on n'est jamais allé ou même aucun humain n'est jamais allé. Puis lorsqu'on tombe dans l'infiniment petit, comme c'est le cas dans la physique quantique, ces points morts sont encore plus nombreux. Donc, il explique que grâce aux statistiques et aux applications comme Randonautica, on pourrait repérer ces endroits où personne n'est allé. Et qu'arrive-t-il de ces endroits où personne ne va jamais? Est-ce qu'ils existent vraiment, par exemple? Sont-ils des trous dans la matrice, des ondes comme ça? Donc, les membres de la communauté sont profondément engagés là, et ils croient forcément là, au pouvoir des nombres aléatoires, qu'il est possible de rapprocher notre pensée et nos intentions au monde
physique. Bref, c'est quand même assez fascinant de lire les adeptes, ce qu'ils écrivent sur les différents blogs. Là. Donc, jetons un coup d'œil Émile, sur certaines des histoires qui ont été publiées par les utilisateurs de Reddit et ailleurs, notamment TikTok. Et on va vous commenter ça. Par exemple, il y a un groupe d'amis qui ont exprimé une intention comme étant la couleur rouge, simplement le mot rouge. Et cela les a conduits à un champ vide à côté d'une voie ferrée où ils ont trouvé un canapé rouge abandonné, comme un canapé là, des années 70, juste au beau milieu de nulle part, au milieu d'un champ. C'est quand même assez spécial. Et je sais que d'autres utilisateurs ont vu des choses très similaires où ils disent, par exemple, « Je veux juste voir quelque chose d'inexplicable » et ils voient une chaise au beau milieu de nulle part. Cela laisse croire que l'application se met à jour assez fréquemment. Dans certains endroits, il y aura une chaise et elle restera là jusqu'à la fin des temps parce que personne n'y touchera et que c'est juste une zone abandonnée. Ben oui. Mais qui l'a mis là, la chaise à la base? Ouais. C'est ça qui est weird. Là. Il y a un utilisateur de Reddit, Drake Berkserker, qui a exprimé son intention, puis comme je cite, une fin. Il a été conduit à une tombe vide dans un cimetière devant un trou vide prêt à accueillir un corps. OK, ça c'est creepy. C'est bon. Comme si c'était son intention qui avait véritablement guidé sa destination. Plusieurs personnes manifestent des intentions négatives ou encore paranormales en raison de d'autres histoires, là, mais qu'on va vous garder pour la fin. Bien sûr. Mais beaucoup de gens finissent dans des champs vides. C'est ça aussi l'histoire. Beaucoup de gens finissent dans des cimetières. Il y aurait aussi une tendance qui se manifeste par rapport à ça. Est-ce que le système est déjà biaisé en faveur de ces endroits ou s'il dit « vous avez dit fin » ou « vous avez dit quelque chose de ce calibre et donc nous allons commencer à poser ces coordonnées un peu plus amplement » là. Ça commence à donner l'impression qu'il y a une sorte de pensée derrière tout ça, comme si le courant de pensée de tout le monde influençait un peu tout ça. Oui, ou comme si certains mots plus forts généraient des endroits où il y a plus de sens. Tu sais. Oui, absolument. Même des mots plus forts pour l'humain. C'est vraiment intéressant. Il y a un autre sujet super intéressant qui a été abordé par un utilisateur de Reddit, Danny HKE, qui a mis son intention comme quelque chose d'un peu plus positif que le randonnaute typique. Lui et ses amis ont mis l'amour comme intention, ce qui était assez intéressant quand même, mais encore une fois, ils ont été envoyés dans un cimetière où leur jeune frère a été enterré 2 ans et demi auparavant. Donc, à nouveau, il y a encore une sorte de curiosité morbide présente dans le système, mais aussi le mot d'intention d'amour est en fait résolu par le lieu. C'est intéressant et je pense que c'est vraiment là que l'application commence à planter ses griffes, là, si on veut, chez les utilisateurs. Parce que quand elle commence à résoudre votre intention comme ça, ça valide presque ce que Randonautica est supposé de faire, que votre esprit peut influencer les événements de l'univers, en fait. Peut-être que si vous pensez au mot « amour », c'est parce que vous pensez à un frère ou à une sœur ou à quelqu'un que vous avez perdu, ou peut-être parce que vous cherchez l'amour. Et donc, peut-être que si votre intention est de trouver l'amour, elle va vous envoyer à un tout autre endroit. C'est comme si la loi de l'attraction, enfin, Émile, rencontrait Pokémon Go. Ouais. C'est un peu étrange, effectivement, la conclusion, mais tu sais, comme le gars qui a été amené vers son frère, tu sais, son frère, il l'aimait, j'imagine, oui. Tu sais, ça reste, même si c'est creepy, le cimetière, il y a un sens quand même, c'est pas si aléatoire dans le contexte par rapport à lui, je trouve, là. Ceci dit, plusieurs randonnautes ont eu des expériences très troublantes avec l'application. Certains ont même fait des découvertes morbides.
Émile, tu peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la loi de l'attraction? Car l'application Randonautica semble assez liée à ce concept qu'on voit beaucoup ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui partagent des quotes là, sur Instagram en stories de la loi de l'attraction. C'est un concept de la pensée positive selon lequel nos pensées, émotions et croyances influencent notre réalité en attirant des événements et des circonstances similaires à nos états d'esprit. Donc, selon cette idée, nous pouvons attirer des expériences positives ou négatives dans notre vie en focalisant notre attention et notre énergie sur des pensées et des sentiments positifs ou négatifs. Oui. Donc, la loi de l'attraction est souvent associée à des mouvements spirituels et à la métaphysique et est devenue populaire à travers de nombreux livres, films et programmes de développement personnel. Le secret. Oui, carrément. Il est important de noter que la loi de l'attraction n'a pas été prouvée scientifiquement et est considérée par beaucoup comme une théorie pseudo-scientifique. Il est préférable de considérer la vie et les événements comme étant influencés par de nombreux facteurs, y compris les choix personnels, les relations, les opportunités, le hasard et les circonstances extérieures. Dans le cas présent, le concept de manifester une intention est au cœur de notre expérience dans Randonautica. C'est une application Randonautica qui demande un certain goût de l'aventure et de l'inconnu, évidemment, ce qui est un peu différent dans ce cas-ci de la loi de l'attraction, mais c'est un peu le même phénomène. La loi de l'attraction va te dire mets une photo d'une Mercedes sur ton frigidaire, sur ton frigo, puis peut-être qu'en la voyant tous les matins, tu vas l'attirer tranquillement. Donc là, c'est un exemple qui est très basic. Mais Randonautica, ça va un peu plus loin. C'est un voyage, en fait, qu'on te propose vers un lieu. Là. Donc, l'application, elle transcende le virtuel et un des plaisirs qui vient avec son utilisation est le partage des aventures vécues auprès de la communauté parce que les gens vont leur donner leur interprétation de ton voyage aussi. Ça fait partie de l'expérience. Donc, c'est parce que l'application elle-même, c'est assez minimal. Mais il y a plein d'histoires fascinantes que les randonautes ont vécues. Puis, on va vous en raconter quelques-unes, je crois. Oh oui, parlant d'histoires fascinantes, Émile, parlons maintenant des histoires plutôt troublantes et épouvantables qui ont été soulevées par les randonautes. On peut en trouver plein sur le web. Commençons avec un témoignage d'un couple d'adolescents qui ont tout filmé sur TikTok. Il s'agit d'un certain Benjamin Hikes, un TikToker dont le compte est toujours actif et à jour. Au départ, deux adolescents explorent un couvent abandonné après y avoir été dirigés par Randonautica. Il s'agit d'un couvent situé sur un grand terrain où il y a un jardin et une grande clairière. Par la suite, la fille du couple a décidé de danser et de se filmer afin de faire le Savage Challenge sur TikTok. Là, on se le rappellera à l'été 2021. Pendant qu'elle dansait, le garçon qui filme remarque une silhouette étrange derrière la fille au loin. Ils ont donc décidé de s'approcher de cette forme étrange. Au début, ils ont cru voir un genre de luminaire bizarre près du boisé. En s'approchant et en zoomant avec la caméra du téléphone, ils ont plutôt vu un groupe de personnes debout, la tête baissée, tous appuyés les uns sur les autres en cercle. Ah oui! Cela ressemble vraiment à une activité sectaire ou à un genre de rituel. À la fin de la vidéo, le couple et les téléspectateurs se demandent ce qu'ils ont vu exactement. On va essayer de vous en faire jouer un extrait. Là. C'est sûr que vous n'allez pas voir l'image, mais quand même. Hey, something traumatic happened that changed my life. Check. Donc là, elle est en train de danser. Wait, what? Annie. Look, what is that? What is that? Et là, elle regarde au loin. What the fuck? Annie, stop. Oh my god. Also, stop. Hold him. Also, come on. What the fuck is that? Là, on voit au loin. C'est fucked up. C'est vraiment weird. Ah oui, c'est des gens... on voit... on vous mettra les liens, en fait, si on a la chance, là. Mais c'est très, très sectaire. On dirait qu'il y a des gens en train de faire un rituel au bout du jardin. Là, oui, c'est étrange. Puis c'est pas des gens qui sont très vieux. De ce que j'observe sur la vidéo, là, dans le sens, c'est pas des adultes très âgés ou même ça a l'air quasiment des ados.
Il y a une autre histoire, tiens, qui provient d'une adolescente du Colorado qui, elle, affirme que Randonautica l'a conduite, elle et un ami, sur une scène de fusillade où une victime par balle gisait dans un caniveau. Oh. L'adolescente, qui se fait appeler McKenna Ray sur TikTok, a enregistré les suites de son aventure, là, puis elle les a postées sur la plateforme. Dans son TikTok, Ray, qui est hystérique, se rappelle que lorsqu'on leur a demandé quelle était leur intention au moment de choisir le type d'expérience d'aventure, ils ont choisi le thème « la mort ». Donc, c'est quand même une intention assez négative. Et là, ce qu'elle dit, c'est « Nous étions en route vers le lieu et je regarde par ma fenêtre et il y a quelqu'un d'allongé dans le caniveau avec une femme littéralement posée sur lui, le tenant très fort, dit-elle. Elle poursuit en disant « Je me suis garé et je suis sorti. Il semblerait qu'il a été abattu. Et ensuite, elle m'a donné le téléphone et j'ai dû appeler les policiers. » Donc, c'est elle qui a géré ça en plus, là. Ray dit que son ami, Darius, a enroulé sa veste autour de la blessure de la victime, puis ils ont été interrogés lorsque la police est arrivée. L'expérience a été très troublante pour le duo de randonnautes et McKenna est toute en larmes lorsqu'elle raconte son histoire. Elle a lancé un avertissement aux téléspectateurs dans un texte sur la vidéo en disant « S'il vous plaît, ne partez pas en randonnée ». Les spectateurs ont fait honte à Ray dans les commentaires pour avoir prétendument manifesté la mort. Mais ce qu'elle dit, c'est que les commentaires sur la vidéo sont assez cruciaux, mais je suppose que c'est ce qui arrive quand on reçoit un peu de reconnaissance sur les médias sociaux. Ouais. Dans une série là, de vidéos en 6 parties, elle aborde pourquoi ils ont choisi la mort, puis elle développe un peu son expérience, puis elle explique que les autres intentions qu'elle avait formulées dans le passé n'ont pas vraiment fonctionné, puis qu'elle voulait donc une intention un peu plus forte, c'est pourquoi qu'elle a choisi la mort. Mais jamais qu'elle s'attendait qu'elle se serait retrouvée devant quelqu'un de carrément mort, puis que c'est elle qui allait appeler les secours. Là. Puis c'est assez troublant quand on voit sa vidéo, ça a pas l'air, ça a l'air assez réel en fait. Oui. Oui, c'est toujours ça qu'on se questionne sur la véracité, mais oui, tu as raison. C'est quasiment inquiétant, dans le sens qu'on est capable par l'esprit de trouver ça. C'est comme s'il y avait un dieu qui savait exactement où diriger les gens. Là, bref. Une autre histoire qui s'appelle Blood, qui est assez terrifiante. Puis elle est liée à un YouTuber du nom de Nick Crowley, qui a l'habitude, lui, de parler de sujets paranormaux. Lorsqu'il a essayé Randonautica, il a mis comme intention le mot « blood », donc sang, du sang. L'application l'a donc envoyé dans une petite ville à une 20aine de minutes de chez lui et il a décidé de s'y rendre en voiture avec sa copine. Lorsqu'il s'approche du point qu'il a marqué dans l'application, il se rend compte qu'il arrive au mauvais endroit et au mauvais moment. Il y a des policiers qui circulent à toute allure dans tout le quartier. On entend les sirènes, les ambulances et tout le pâté de maison est très, très agité dans le coin. Oui, tout ça, c'est filmé. Oui, OK. Un peu apeuré, Nick et sa copine s'arrêtent dans la rue pour évaluer un peu la chose car ils se retrouvent en plein milieu d'une scène auquel ils ont plus ou moins envie de participer, là, puis je les comprends. Ils prennent le temps de regarder leurs coordonnées sur Randonautica pour s'apercevoir que leur point de rencontre est exactement là où toute l'action est dirigée. C'est fou ça. Il s'agit d'une maison de banlieue située dans un quartier résidentiel. De toute évidence, quelque chose de sérieux s'est produit à cet endroit et ça vient tout juste de se produire. Il est difficile de dire exactement ce qui s'est passé et nous ne le saurons pas vraiment. Mais à voir tout le personnel déployé ainsi que les rubans jaunes autour de la propriété, il est fort à parier qu'il s'agit d'une scène de crime. Ceci dit, Nick et sa copine n'iront pas plus près de l'action, ils vont se garder une petite gêne, mais encore une fois, les circonstances sont très bizarres et les coïncidences avec l'intention Blood est vraiment saisissante. Oui. C'est incroyable. Ah non, exact. Puis à un certain moment, il s'arrête sur le bord de la route vraiment pour vérifier où est-ce qu'il est le point. Oui, puis là, quand il se retourne puis il regarde au loin, c'est carrément là où toute l'action est dirigée. Là. Donc, l'intention était très forte, puis ça les a amenés à un lieu où il y avait beaucoup d'action, puis sans doute une scène de crime, en fait. Oui, c'est incroyable. Et là, je vais vous parler d'une autre histoire. Vous allez voir, celle-là est un petit peu plus élevée, puis elle a fait un peu le tour du monde, en fait.
C'est une des raisons pour lesquelles l'application est devenue virale, je pense. C'est en raison, entre autres, de cette histoire-là. Le 19 juin 2020, tout a commencé comme une journée bien ordinaire là, pour un groupe d'adolescents de Seattle, dans l'État de Washington. Alors que le beau temps s'est fait sentir, les adolescents ont décidé de sortir de chez eux et de partir à l'aventure. Une aventure qui les a amenés à Alki Beach, dans West Seattle. Et leur intention était de voyager, entre guillemets. Au sein du groupe se trouvait Henry Yu, un utilisateur de TikTok qui a enregistré les événements qui se sont déroulés ce jour-là, comme il l'a fait là, de nombreuses fois auparavant dans les autres randonnées qu'il a fait avec l'application. Parce que c'est un peu une mine de contenu pour les créateurs, ça, Randonautica. En plus, si parfois il arrive quelques scandales, c'est encore mieux, mais tu peux filmer tes aventures, tout ça, créer du contenu, ça peut être quand même assez cool. Mais cette fois-ci, les événements dont il serait témoin et qu'il enregistrerait changeraient sa vie à jamais. Ils ont fini par arriver à la Jetée de la plage, qui est un lieu touristique assez populaire dans la région, qui était entouré de grands rochers de chaque côté du rivage. Moi, je suis déjà allé à cet endroit-là, à cette plage-là. Mais c'est pas une plage vraiment où tu te baignes, c'est une plage, c'est plus un rivage avec des gros rochers. Puis c'est quand même fréquenté par une crowd un peu difficile. Là. Tu sens qu'il y a plusieurs personnes qui viennent échouer un peu à cet endroit-là. Là, je dirais pas, c'est un lieu touristique, mais j'irais pas nécessairement à toute heure du jour ou de la nuit. L'eau était calme cette journée-là et les marées s'étaient retirées, ce qui a révélé au groupe quelque chose d'étrange lorsqu'ils sont arrivés au point précis que leur avait donné Randonautica. À ce point-là, il y a une seule valise noire posée à plat parmi les rochers. Il est impossible de dire combien de personnes l'avaient aussi remarqué lors de leur promenade sur la jetée et combien étaient simplement passés à côté, mais pour Henry, cette mystérieuse valise était un sujet de choix pour sa vidéo. Il a donc décidé de sauter par-dessus la barrière sur les gros rochers et d'enregistrer son ami en train d'ouvrir la valise. Immédiatement après l'ouverture de la valise, après avoir dézippé là, un bout de la valise, il y a une odeur là, âpre qui a envahi l'air et chaque membre du groupe s'est plaint de la forte puanteur. Tout ça est filmé encore une fois. En plus de cela, à l'intérieur de la valise se trouvait un autre sac. Et bien qu'ils ne pouvaient pas voir à travers, ils avaient des doutes sur ce que cela pouvait être, leurs deux suppositions étant soit de la nourriture avariée, ou soit un corps. Évidemment. Et selon la vidéo que Henry a postée plus tard, leur deuxième hypothèse s'est avérée correcte. En regardant la vidéo pour la première fois, on se demande immédiatement s'il était vraiment réel ou si tout cela n'était qu'une mise en scène. À savoir, est-ce que vraiment c'est un corps qui est à l'intérieur? Est-ce que tout ça c'est une mise en scène? Bon, en plus, il y avait le hashtag murder qui était mis sur la vidéo sur TikTok. Mais en creusant un peu, on a vite compris que la vidéo était en fait bien réelle. C'est là, de l'autre côté de ce sentier récréatif, là, sur les rochers, que la police a retrouvé des restes humains, Seb, dans la valise. Mon Dieu! Et ce jour-là, la police s'est rendue compte que les restes humains trouvés dans la valise étaient des victimes de meurtres non identifiés. Écoute bien ça. Une victime qui avait été découpée en morceaux, mise dans plusieurs sacs et jetée à l'eau. Les équipes de recherche ont fini par trouver d'autres sacs dans la zone qui contenaient des restes humains. Ce groupe a littéralement trébuché sur un cadavre découpé. Ils ont tout enregistré sur vidéo. C'est assez incroyable. Les adolescents ont rapporté plus tard qu'il a fallu aux policiers plus de 3 heures pour arriver sur les lieux. Imagine-toi, c'est long, là. Et pendant ce temps, l'eau a monté puis a même soulevé et bougé la valise, révélant une partie de son contenu, si je peux exprimer. Là. Et le groupe a attendu les policiers tout ce temps-là sur les rochers, là. Donc, tu sais, c'est pas des jeunes qui faisaient une mise en scène. Ils ont attendu les policiers pendant 3 heures. Ça devait être toute qu'une expérience. Ils ne sont pas entrés dans les détails de ce qu'ils ont vu exactement car c'était trop dérangeant pour en parler, mais ça laisse certainement beaucoup de place à l'imagination.
Il s'agit d'une découverte macabre qui risque de hanter ces adolescents pour toujours, surtout lorsque la viralité de cette histoire sera retombée. Mais il y a un autre détail étrange dans cette affaire, Seb, qui sera au centre du reste de la vidéo de Henry Yu, c'est que lorsque les adolescents sont sortis pour leur aventure estivale, ce ne sont pas eux qui ont décidé de se rendre à cet endroit précis, c'est l'application qui l'a fait. Oui, donc comment est-ce possible? C'est fucked up quand même. La police de Seattle a confirmé par la suite que le contenu de la valise était des restes humains et il a déclaré que les enquêteurs avaient trouvé plusieurs autres sacs dans la zone. Également des parties de corps dans d'autres sacs. Il y a King5, qui est un média local, qui a rapporté que les restes appartenaient à 2 personnes, en fait, Seb. À une certaine Jessica Lewis, âgée de 35 ans seulement, et à Austin Wenner, âgé de 27 ans seulement. Ils sont tous les deux morts le 16 juin des suites de multiples blessures par balle. La police de Seattle a déclaré que l'enquête sur homicide était toujours en cours. Oui, Et oui, exact. Donc, ça aurait été, je crois, une chicane liée à un logement, un non-paiement de logement là, qui a terminé comme ça. Et l'équipe de Randonautica, en fait, a été choquée par cette coïncidence et en fait, se sont exprimés sur l'incident, puis ont déclaré « Notre première réaction a été de prendre contact avec les adolescents pour nous assurer qu'ils allaient bien. » Bon, un bon move. Chose, nous leur avons envoyé un message pour leur faire savoir que l'intention de Randonautica n'est pas de trouver quelque chose de dérangeant comme ça, en fait, ils ont déclaré. Mais quelle histoire incroyable, Seb. Imaginez si ça vous arrivait, les distordus. Et encore une fois, c'est l'application qui les a envoyés là. Donc, est-ce que les coïncidences existent vraiment? La question se pose. Imagine ce que doit se dire le meurtrier, même s'il n'y a rien de drôle là-dedans. Imagine le meurtrier, j'ai pris la peine de dépecer un corps et le mettre dans des valises. Puis c'est des ados qui jouaient sur une app qui ont été conduits exactement aux valises. Donc, ça, c'est pas de bon. C'est fou. C'est vraiment, vraiment bizarre. Mais une chance, toi, Sam, tu as quelques histoires plus légères un peu, mais qui sont toujours tout autant saisissantes. Oui, quand même. Il y a quand même, puis elle laisse planer un bel aura, là. Tu vas avoir de mystère autour de l'app, toujours. La prochaine histoire s'appelle Alien. Et ça, c'est une autre histoire qui est assez bizarre qu'un randonnaute a publié. En fait, c'est Blood Pixie, qui a publié sur TikTok. L'histoire raconte qu'elle a tapé le mot « alien » comme intention. Ensuite, l'application lui a envoyé des coordonnées menant à une route étroite en campagne. Dans sa vidéo, on voit la jeune femme rouler en voiture et se demander jusqu'où elle va se rendre. Elle roule dans une route de terre qui semble être une route privée et descend du véhicule près d'un boisé. Là, elle a trouvé un signe particulier, une pancarte en fait, indiquant « Alien Crossing ». C'est fou, ça. Comme une traverse pour extraterrestres. Oui, exact. Quand j'ai vu ça, je suis tombé en bas de ma chaise. Comment est-ce possible? Cette histoire n'est peut-être pas terrifiante, mais elle est à la fois étrange et divertissante. Puis c'est vrai que c'est vraiment spécial. Là. Ah, vraiment, c'est fascinant. Une autre histoire qui s'appelle « Êtes-vous réel ?» C'est une autre histoire bizarre qui est racontée par Frozen Meal, j'aime bien son nom, sur TikTok. Selon elle, elle et son amie étaient en train de faire du Randonautica et elles ont eu une expérience assez étrange. Selon l'histoire, l'application les a conduites à un centre de détention. Lorsqu'elles sont arrivées sur place, l'une d'elles a reçu un SMS d'un numéro anonyme, écoutez ça, et dans le texte, l'expéditeur demandait « Êtes-vous réel ?» Après, quand ils ont regardé autour du site, ils ont vu un morceau de graffiti, un bout de graffiti en fait, avec le mot « real », R-E-A-L, donc « réel », êtes-vous réel, are you real? Encore une fois, c'est une histoire qui est bien saisissante, Émile. Ah oui, carrément. Hein? C'est assez fou, là. Ah oui, des fois, ça n'a pas besoin d'être... T'as pas besoin de tomber sur des restes humains pour te rendre compte que ça peut faire peur. Là, ben oui, exact. Honnêtement, faut qu'on l'explore plus, là, mais ça me fascine, ces exemples-là.
On a fait le tour de plusieurs de petites histoires. Oui. Parlons des données collectées, hein, l'information Ouais, qui... essayons de démystifier ça un peu, là, ouais. Parce qu'on sait que c'est un enjeu hein, aujourd'hui, l'information que les données, que les applications conservent sur nous, hein, puis qu'est-ce qu'on fait de ces données-là. Puis est-ce que ces données-là pourraient influencer le résultat, surtout? Oui, exact. Donc, on est allé collecter l'information au sujet des données collectées là, sur leur site web. En fait, c'est là généralement que les entreprises expliquent comment elles fonctionnent à ce niveau-là. Selon le site, l'application ne collecte pas de données des utilisateurs. Les points générés sont stockés sous forme d'informations anonymisées sans connexion avec vous ou avec votre appareil. Par contre, c'est le point de départ qui n'est pas stocké. Ah oui, mais les points d'arrivée sont stockés. Ils sont stockés, OK. Ils sont encryptés et tout ça, mais sont techniquement stockés. Oui, OK, parfait. Puis justement, eux, ils utilisent le GPS uniquement pour votre emplacement de départ et n'exécuteront jamais cette autorisation en arrière-plan. Mais ça, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais je te dirais que maintenant, avec les applications, si tu ne l'autorises pas, ils ne peuvent pas le faire. Généralement, mais des fois... ils peuvent étirer ça. Si l'application de base demande l'utilisation du GPS, souvent ils peuvent en profiter pour aller cueillir des données. Mais techniquement, maintenant, sont rendus quand même assez sévères, surtout sur Apple, les appareils Apple. Les codes sont tous inspectés, donc tu dois respecter tes termes et conditions. Les reviews sont mitigés hein, sur les App Store, sur les stores, les magasins d'applications, quoique l'app a une moyenne de 3 étoiles, là, ce que je te dirais que c'est moyen. Certaines personnes affirment avoir vécu des expériences négatives qui leur ont fait peur, en fait. C'est ce qu'on peut lire dans les reviews. Donc, c'est assez mitigé. Il y en a beaucoup qui disent... Ben là, j'ai dit un mot, puis je suis arrivé à une place, ça n'a pas rapport. Ouais, c'est que faut quand même avoir... c'est pas un jeu qui te donne un résultat concret. Ben non, c'est pas automatique. C'est ça, le trip, le plaisir est dans l'aventure. Oui, exact. Il faut être ouvert d'esprit. Oui, puis dans les YouTubers, les TikTokers, c'était sûrement pas leur première expérience. Non, c'est ça. Justement, là, donc... On vous parlait tantôt qu'on voulait vous parler justement de leur foire aux questions, hein, la fac du site web. On a sorti quelques extraits qu'on juge pertinents. Et justement la question, est-il dangereux d'utiliser Randonautica pour des intentions qui sont sombres et effrayantes? Et ils répondent non, c'est seulement un outil pour vous. L'utilisateur de découvrir le monde qui l'entoure. L'application est ce que vous en faites, en fait. C'est votre histoire. Profitez de l'aventure aléatoire et de créer une légende magique. Restez positif. C'est ce là, on vous lit leur réponse, bien sûr. C'est dans leur jargon à eux. Là. Exact. L'application, autre question, l'application continue de m'envoyer à la propriété privée. Dans une propriété privée, que dois-je faire? En fait, eux, ce qu'ils disent, c'est profiter du voyage aussi près que vous pouvez approcher de la destination sans intrusion. Observez les environs aussi près que vous êtes à l'aise. En tant qu'utilisateur de l'application, vous devez respecter les lois nationales et locales sur la propriété privée. Mais c'est bien de le rappeler. Oui, exact. Autre question, j'ai peur d'utiliser l'application. Est-ce que quelque chose de mal se produira? Essayez une approche de curiosité neutre, c'est ce qu'il propose. En général, le sentiment de frisson, d'anxiété et un peu de peur est plus ou moins normal pour les utilisateurs débutants. Utilisez la conscience situationnelle. Évitez les voyages de nuit et restez dans votre zone de confort. C'est ce qu'il nous recommande. Oui, mais c'est des beaux mots rassurants. Qu'est-ce qu'un point aveugle? Si votre objectif est de trouver des endroits complètement nouveaux que vous ne connaissiez pas auparavant, vous devez prendre en compte le déterminisme inhérent au macro-monde. Toute décision que nous prenons en règle générale est le résultat de certaines associations et processus logiques, qu'ils soient conscients ou subconscients. Et en disant ça, ils ne répondent pas vraiment à la question qu'est-ce qu'un point aveugle? Exact. Qui est un point aveugle est un point où les gens ne vont jamais, en fait. Oui, c'est-à-dire que selon le générateur de points aléatoires, c'est un endroit où il n'y a jamais de points générés, étrangement. Donc, oui, ça aussi, c'est selon la conscience collective des randonnautes. Comme s'il y avait un magnétisme. Oui.
Autre question. Que dois-je faire au point? Oui, qu'est-ce qu'on fait une fois rendu là? Explorer, tout simplement. Nous ne savons pas exactement ce que nous allons trouver en dehors du modèle. Si vous étudiez des anomalies de la matière mentale, vérifiez s'il y a des choses à proximité auxquelles vous avez pensé lorsque vous avez généré le point. S'il s'agit d'un seul point aléatoire, voyez si cet endroit vous est familier et ce qui est nouveau et inhabituel. Dans tous les cas, vous pouvez rédiger un rapport et nous faire part de vos découvertes. Donc ça, c'est une autre chose. C'est quand on rédige un rapport, ils la reçoivent, cette information-là, quand même. Oui, tu as raison. Hein? Oui, puis ils accumulent à quelque part. Oui. Hein? Autre question. Tout cela est un non-sens pseudo-scientifique, avec un point d'interrogation. Ils répondent. Le projet ne prétend pas répondre aux normes académiques. Nous sommes quelque part à mi-chemin entre un jeu, la science, l'art et la spiritualité. C'est à vous de décider si c'est un non-sens ou s'il y a quelque chose de plus dans les phénomènes. Intéressant. Croyez-vous à la théorie de la simulation? C'est intéressant qu'ils mettent ça. Essayez-vous de sortir de la matrice? Ils répondent non. Nous explorons la mémétique et l'idée d'une approche axée sur l'intention de l'exploration aléatoire. Différents randonnautes ont des idéologies différentes et c'est OK. Nous ne visons pas à contrôler vos idées sur le processus. Et vous expliquer un peu c'est quoi le mémétique? C'est une étude de l'évolution des phénomènes culturels dans le temps et l'espace physio-social dans une approche culturo-centrée. En s'intéressant autant à l'aspect neuronal que mental, symbolique que pratique, elle se positionne naturellement au sein des sciences humaines et sociales. Et ça, c'est leur réponse à eux, mais la mémétique, c'est l'étude des choses qui se répètent, de comment des comportements humains vont se répéter de génération, comment les gens vont aller aux mêmes endroits sans se le dire continuellement. C'est un peu ça qu'ils veulent dire. Ah, OK, je comprends. Ah, intéressant. Je suis allé à l'emplacement et je n'ai rien trouvé. Et là, ils nous répondent, Randonautica est un générateur de lieux aléatoires qui ne connaît aucune information sur le monde réel. Il n'y a donc aucune garantie de trouver quelque chose de significatif à chaque fois. Parfois, vous finissez par vous promener et c'est tout. Les randonnautes qui sont moins attachés aux résultats et plus intéressés par le voyage ont tendance à avoir de meilleures expériences. Alors, détachez-vous un peu et amusez-vous. Nous avons également remarqué que les personnes qui ont de l'expérience dans les pratiques de méditation et de visualisation ont tendance à avoir de meilleurs résultats pour trouver ce qu'ils recherchent. Oh. Nous vous recommandons d'enregistrer votre aventure malgré tout. Souvent, des emplacements qui semblent insignifiants peuvent devenir significatifs dans le temps. Par exemple, vous pouvez avoir l'intention de trouver un chat et de ne pas trouver de chat sur place. Cependant, des mois plus tard, votre ami vous informe qu'un voisin a des chatons à vendre et c'est à l'endroit où vous êtes allé. Vous ne savez jamais. Fait que, donc, c'est ça. C'est que ça peut être un événement, de ce que je comprends, là, c'est que ça peut être un événement qui va se produire dans le futur, du moins, là, comme s'il y avait une forme de prédiction, d'anticipation du futur. Intéressant quand même. Oui, c'est super intéressant. En tout cas, moi, quand je lisais tout ça, ça me donnait juste envie d'en faire. Oui, exactement. D'utiliser l'application. Il y a plusieurs théories autour de ça, Seb. Puis je serais curieux d'entendre ce que tu penses aussi tout à l'heure. Mais c'est un utilisateur, en fait, qui a soulevé... je lisais une review de l'application sur Apple, le App Store. Puis c'est quelqu'un qui disait que c'était une application de la Magic. Tu sais, la Magic avec CK. Oui. En fait, The Antwoord, dont on a parlé, pratique cette forme de magie. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut appeler ça, mais c'est en fait, la Magic, il y a sans doute des distordus qui connaissent très bien ça. C'est un système magique utilisé par Aleister Crowley, qui est un peu le père du satanisme moderne, si on veut. Dans son sens le plus large, il peut s'agir de tout acte réalisé de façon intentionnelle dans le but d'obtenir un changement. Donc, en fait, c'est vraiment
un système de croyance, en fait, basé sur l'intention. Donc, l'ajout du K à la fin du mot fut popularisé durant la première moitié du 20e siècle par Aleister Crowley lorsqu'il fit la pièce centrale de son système mystique qui était dénommé le téléma. Donc, les aspects les plus importants de la magie sont la volonté, la croyance et l'intention. Là, j'ai dit la magie, là, mais de la magic. Donc, la volonté, la croyance et l'intention. Donc, c'est l'art d'utiliser les forces naturelles qui nous entourent pour provoquer des changements en lien avec nos intentions, en gros. Donc, la magic, elle est neutre, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est le praticien qui décide comment il souhaite concentrer cette énergie naturelle. Okay. Donc, cette personne-là semblait dire que Randonautica se rapprochait de ça. C'est vrai. Ce qui est une théorie un peu plus ésotérique, si on veut, là. Il y a aussi une théorie dont certains parlent sur Internet que ce serait, en fait, la gang de Randonautica serait une entreprise malicieuse, en fait, qui enverrait des gens vers des scènes terrifiantes et tout ça. C'est une théorie un peu complotiste, comme quoi tout ça serait un système organisé avec des personnes malveillantes qui dirigent l'entreprise, puis que des gens délibérément vont dans ces endroits poser des trucs, puis toute leur histoire d'algorithme de nombres aléatoires, ce serait en fait un mensonge, là, de la bullshit. Et ces endroits-là seraient prédéfinis. Mais on dirait que moi, je suis pas sûr de cette théorie-là parce qu'il y a tellement de... En fait, peu importe t'es où dans le monde, tu peux générer des points Randonautica. Mais c'est une application qui, je pense, n'est pas assez populaire pour qu'il y ait une armée de gens dans toutes les villes du monde pour je pense que non. Aller placer des objets là, dans des ruelles. Là, non, ça t'as raison, là, pas à ce point-là. Non, exact. Mais ça, c'est toujours une idée qui existe. Il y a une autre théorie, en fait, qui est que, en fait, Randonautica utilise vraiment nos intentions, en fait, qui est basée sur d'autres études qui ont eu lieu sur le même type de recherche sur les normes quantiques ainsi que la pensée. Je vous amène dans les années 70, en fait. Il y a un certain Robert G. John, qui est un physicien américain et doyen de la faculté d'ingénierie de l'université de Princeton. Donc, lui, il a fondé le Princeton Engineering Anomalies Research en 79 pour étudier les effets psychokinétiques sur les générateurs d'événements aléatoires électroniques. Essentiellement, comment votre esprit et la physique affectent les générateurs de nombres aléatoires. Donc, lui a fait ces recherches-là déjà en 1979. Il travaillait déjà là-dessus. Il a travaillé avec une femme du nom de Brenda Dunn qui a longtemps été son chef de laboratoire. Ensemble, ils ont compilé une quantité importante de résultats qui suggéraient des relations causales directes entre l'intention d'une personne et ce qui aurait été autrement des résultats aléatoires. En gros, il croyait qu'il y a une certaine capacité dont nous ne sommes pas pleinement conscients ou que nous n'avons pas entièrement débloquée dans nos esprits qui peut influencer les événements. Cela a été prouvé en quelque sorte grâce à différentes expériences, dont l'expérience de la double fente. En fait, je vais essayer de le décrire le mieux possible, que le simple fait, tu sais, les photons, les particules qui sont dans la lumière, le simple fait de les observer peut affecter leur comportement. C'est assez fascinant. Ils peuvent agir comme une particule, ils peuvent agir comme une onde, un peu comme on a parlé tout à l'heure. Donc, je m'excuse si ça passe un peu au-dessus de la tête de certaines personnes, mais en fait, je vous encourage à aller voir l'expérience de la double fente. C'est que le simple fait de regarder la lumière peut modifier la façon dont elle réagit et dont elle agit dans la réalité. Donc, c'est assez particulier. L'expérience de la double fente, c'est que tu envoies un rayon de lumière qui est séparé en deux par deux fentes, puis la lumière va carrément ajuster complètement sa trajectoire à la fin. Elle va comme se multiplier d'une certaine façon, ce qui ne devrait pas arriver en temps normal selon une théorie plus déterministe, mettons. Donc, cette dame-là, en fait, à cette époque-là, on était à l'époque de MKUltra, donc apparemment que même le gouvernement américain s'est emparé des résultats de Brenda Dunn et de Robert John, donc comment dire, on n'en sait pas plus là-dessus, mais ça semblait être une étude qui était sous scrutin. Et Brenda Dunn, toujours en vie, en fait, s'est exprimée sur Randonautica. Et elle a dit que je prédis que les résultats produits par l'application Randonautica
Randonautica ne montreront des corrélations significatives qu'occasionnellement, mais plus souvent qu'on le pense. En fait, c'est ça qu'elle a dit, selon toutes ces études au niveau de la pensée et des nombres aléatoires. Donc, parce que parfois, on peut être biaisé sur nos intentions. Donc, elle dit que les résultats significatifs ne devraient pas être super fréquents, mais assez fréquents pour être perceptibles par le commun des mortels. Donc, on dirait qu'à la lumière de tout ça, c'est un peu ce qui résume ma pensée aussi. Donc, on dirait qu'au départ, quand je regardais toute cette application-là, je me disais, c'est... je sais pas, c'est une perte de temps là, pour des gens qui ont du temps à perdre. Oui, un peu random. Puis plus je me suis renseigné là-dessus, puis que j'ai lu sur leur blog, plus j'ai l'impression qu'il y a du réel là-dedans, en fait. Oui. Je suis d'accord avec toi. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, Seb? Non, moi aussi, puis j'ai envie de faire encore plus d'expérience, mais on dirait que je suis mitigé. On dirait qu'il y a quelque chose que j'embarque dans le bateau, là, que nos intentions peuvent modifier disons, les points générés. Parce que toi, tu crois quand même au karma beaucoup. Oui, même si je suis conscient que ça peut être juste du hasard puis que je le sais, mais je pense très fort tu crois au signe de la vie, là. Oui, un tu peu. en parles des fois. Oui, exact, mais je reste toujours quand même lucide et rationnel, mais il y a quelque chose là-dedans, on dirait que j'embarque. Puis même je ferai un bond, ça me fait penser au billet de loterie. La loterie, en fait, qui techniquement, ce sont des nombres générés au hasard. Puis quand toi, tu choisis tes nombres, il y en a qui choisissent justement des nombres aléatoires à la machine, mais il y en a d'autres qui ont leur propre numéro. Est-ce que quand ils mettent leur propre numéro, il y a une forme d'intention? Puis des fois, il y en a qui gagnent. Que des fois, tu vas avoir une histoire, ça fait 20 ans qu'ils utilisent le même numéro. Carrément. Puis il a gagné 75 millions. Où on dirait que tantôt, je t'entendais parler du professeur sur les nombres aléatoires dans les années 70. Puis j'étais là, mais quand même, au niveau de la loterie, c'est-tu un peu... Le même genre de c'est le même générateur, c'est le même type de générateur de données aléatoires que Randonautica utilise, qui est utilisé pour le gambling, par exemple. Ça sert à ça surtout, là, ces espèces de processeurs-là que tu achètes. Oui, c'est pour éviter qu'il y ait justement de la fraude ou du faux aléatoire. Parce qu'un ordinateur, c'est vrai que les fonctions de base, c'est du aléatoire qui est pas si parce que je serais même pas loin de dire que dans une machine casino, une machine à sous de casino, ça doit pas être forcément des processeurs ultra avancés là-dedans. Non, sûrement pas. Ça doit, à la rigueur, ça doit être pas autant aléatoire que si tu te branches sur un ordinateur quantique. Là. Non, exact. Puis même, des rumeurs qui disent que il y a des statistiques pour gagner et perdre aussi, là, pour créer une forme d'équilibre. Mais bref, je n'ai pas tant de théorie sur la loterie, mais ça m'a amené aussi ce phénomène-là à travers ça. Et toi, ça a-tu fait évoluer un peu ta pensée au fil de tes recherches? Est-ce que par rapport au début, tu disais que tu étais moins croyant, en guillemets? Ben, de plus en plus, on dirait que j'y crois d'une certaine façon, puis j'ai envie, ça fait une semaine que j'expérimente avec l'application, je suis allé dans quelques lieux, j'ai rien découvert, mais j'ai rien découvert de très sensationnel. J'ai fait 2 ou 3 lieux peut-être, mais à chaque fois, ça a été une expérience quand même le fun. Les 2 fois, Randonautica m'a envoyé des adresses qui n'existaient pas, mais à des portes juste à côté d'une adresse qui existe. Oui, donc, c'est spécial quand même. J'ai pas encore spoté de signes, mais on vous réserve, moi puis Seb, on veut en faire ensemble. Puis on va sans doute faire un after show, faire un petit bonus, peut-être éventuellement avec nos trouvailles Randonautica. Sauf que l'aventure est très intéressante. Il y a un certain thrill quand tu génères ton point, que là, tu cliques « Commencer l'aventure », puis que tu pars, puis que tu ouvres ton esprit à la découverte, là, tu sais. Moi, on m'a toujours envoyé des endroits où il y avait plein de caméras en plus. Fait qu'il fallait pas trop que j'aie l'air louche là, en faisant le tour de l'endroit. Donc, c'est quand même étrange tout ça. Donc, j'ai l'impression que l'intention peut avoir une
l'intention ou l'esprit peut avoir une influence sur la machine d'une certaine façon. Donc, je suis de plus en plus ouvert, je dirais. Mais chose certaine, j'ai envie de faire du Randonautica. Ah oui, c'est clair. Mais dites-nous, les distordus, si vous avez expérimenté avec l'application ou faites-le, puis tenez-nous au courant, ça peut être intéressant. Dites-nous-le dans les commentaires si ça vous dit. L'application est gratuite. Oui. C'est pas une pub payée pour l'application. Non, pas du tout. En passant, essayez-la, c'est libre à vous d'y croire ou non, mais dites-nous ce que vous en pensez, c'est ça le plus important. Vous savez où nous trouver. On est sur TikTok avec nos Disto News, on est sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube aussi. Et on vous rappelle que, bien sûr, Distorsion est une création de moi-même, Émile Gauthier et Sébastien Lévesque. Le montage de André Beaupré. Shout-out à toi, André. La musique de cet épisode-ci est de mon propre chef. Et on ne peut pas partir sans remercier nos chers membres Patreon. Mais justement, pour vous, les membres Patreon, on a un after show qui s'en vient où on va parler d'histoires weird en lien avec Pokémon Go, une autre application qui a fait sensation il y a quelques années. Je suis sûr que vous vous rappelez. Bon, on a assez parlé, Seb. C'est le moment de remercier nos chers membres Patreon. Oui, je fais un high five à Myriam D, la mystérieuse Sabrina, Alexandre G, Arnaud I et Claudie. Un gros shout-out à Marie-Pierre C, à Alice D, à Karine B, à Johnny Gasphy et à Stacy Love. Beaucoup d'amour à Marie-Pierre P, Félix P, Erin K, Fandango et Alex L. On ne pourrait faire ce show sans l'aide de Claudia L, de Maxime M, de Marie-Ève L, de Janie G et de Vincent B. Je poursuis Jonathan G, Isabelle T, la mystérieuse Mélissa, Joanie G, Marie-Hélène F. Beaucoup d'amour à Karine G, Jean-Alexandre R, à Martine L, à Ève et à Constance C. On pourrait pas faire ce show sans vous. Laurence L, Nadine B, Caroline Jade P, Céline D et Julien D. Un gros câlin à Lumbergab, à Catherine G, à Jeanne, à Caroline T et à Nestor A. Je poursuis Jérémy S, Pascal L, Maude Frédéric P, Maxime L et Marilyn B. Je lègue tout mon héritage à Stéphanie C, à Gabrielle L, à Justine P, Jessica R et Nancy A. Merci à vous. Merci beaucoup, on vous aime. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous? Sachez que si un jour Randonautica vous dirige vers le studio de Distorsion, une bonne bière froide vous attend. Oh!